Peut-être pour commencer, faire un petit rappel là, des différents régimes de retraite qui existent. Donc, il y a les régimes de retraite à prestations déterminées, puis il y a les régimes à cotisation déterminée ou les REER. Dans les régimes à prestations déterminées, on accumule une rente. Dans les autres régimes, ben, on accumule du capital. Un des avantages du régime à prestations déterminées, c'est qu'on sait à l'avance ça va être quoi notre revenu à la retraite. Tandis que dans un régime à cotisation déterminée ou un REER, on ne sait pas encore de combien on va disposer là, à chaque année pour subvenir à nos besoins. Le régime à prestations déterminées garantit une rente toute la vie, puis cette rente-là, elle peut être indexée selon le régime. Euh, dans le REER ou dans le régime à cotisation déterminée, ben, on fait des retraits jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'argent dans le compte, là. Ou encore, c'est possible, là, au moment de la retraite, d'acheter une rente auprès d'une compagnie d'assurance, mais évidemment, les compagnies d'assurance, euh, ben, ils exigent des montants quand même assez élevés là, pour l'achat de rente, là. Euh, Ensuite de ça, les risques de rendement et les risques de longévité sont assumés collectivement dans un régime à prestations déterminées. Euh, C'est-à-dire que, ben c'est ça, le régime à prestations déterminées fait affaire avec des actuaires, a une politique de placement. C'est le régime qui est responsable de s'assurer d'aller chercher des rendements suffisants pour verser des rentes à tous les participants. Puis également, le risque de longévité, ben ça, c'est le risque de survivre dans le fond, à son espérance de vie ou à l'âge qu'on pensait qu'on allait décéder. Évidemment, dans les autres types de régimes de retraite, ces risques-là sont assumés individuellement. Enfin, l'argent qui est investi dans la caisse est géré par des professionnels avant comme après la retraite, alors que dans des REER ou dans des régimes à cotisation déterminée, bien souvent, c'est des personnes qui elles-mêmes choisissent leur placement et essayent de se débrouiller avec les connaissances qu'elles ont là, sur le sujet. Enfin, dans un régime à prestation déterminée, on réussit, là, malgré le fait qu'on doit produire des évaluations actuarielles et qu'on doit, il y a déjà quelqu'un qui a levé la main, Joe, je pense, peut-être juste pour dire bonjour. Je vais continuer dans ce cas-là. Donc, dans un régime à prestation déterminée, les frais de gestion sont raisonnables, tandis que, bon, ben, dans les REER ou les régimes à cotisation déterminée, ben, souvent, là, les frais de gestion là, peuvent venir gruger une bonne partie du rendement et donc des revenus qu'on va avoir de disponibles à notre retraite. Le RRFS FTQ, bien évidemment, c'est un régime à prestations déterminées qui garantit une rente toute la vie durant, pendant toute la retraite, avec une possibilité d'indexation d'un maximum de 4 % par année. C'est un régime multi-employeur, donc au 30 novembre 2022, là, on avait 258 groupes chez 180 employeurs différents, 15 791 participants, dont 1041 retraités. Puis, dans ce type de régime-là, les régimes de retraite par financement salarial, bien, la cotisation de l'employeur est fixe puis est déterminée là, dans la convention collective. Chaque groupe dans le régime, dans le fond, chaque groupe dans le régime va venir chercher son propre niveau de rente ou ses propres bénéfices en fonction des cotisations qu'ils ont réussi, dans le fond, à négocier avec leur employeur. Mais dans tous les cas, c'est un régime qui est obligatoire pour tous les participants du groupe jusqu'à la retraite ou jusqu'à 71 ans. Donc, c'est pas un régime à adhésion facultative. Une fois qu'un groupe décide d'adhérer à notre régime de retraite, ben, tous les travailleurs là, visés doivent participer. Le niveau de cotisation il est égal pour toutes les personnes du groupe. Puis, la cotisation salariale, elle ne peut pas excéder la cotisation patronale. Donc, les employeurs doivent financer au moins 50 % du coût du régime. Euh, donc, on obtient une rente, par exemple, une rente en fonction du salaire. Donc, pour une rente annuelle qui est payable sans réduction à 65 ans, pour une rente de 1 % du salaire, ben, on exige une cotisation totale de 8,1 % du salaire. Puis, si c'est des taux de cotisation différents, ben, à ce moment-là, c'est une règle de 3 qui est utilisée pour déterminer le taux. Par exemple,
pour un groupe qui cotiserait 12 ben, on obtient un taux de rente de 1,48 Donc, 1,48 c'est 12 divisé par 8,1. Il est également possible pour les groupes de choisir des âges de retraite sans réduction avant 65 ans. Donc, à ce moment-là, nécessairement, c'est plus le coût de 8,1 qui s'applique. Le coût augmente plus on diminue l'âge de retraite sans réduction. Si bien que des groupes dans notre régime là, qui accumulent une rente qui est payable sans réduction à 60 ans, ben, pour ces groupes-là, le coût qui est exigé, c'est des cotisations de 10,7 pour 1 de rente. Dans la vidéo qui explique le fonctionnement du régime, là, il y a beaucoup de tableaux similaires à ceux-là, avec plus d'explications, là. Donc, je vais passer rapidement là-dessus, là, mais c'est juste pour faire un petit rappel de comment ça fonctionne. Là. Dans le fond, notre régime, c'est un régime de type carrière. Donc, à chaque année, on vient accumuler un crédit de rente, puis à la fin, là, au moment de prendre sa retraite ou de cesser sa participation, ben, la rente qui nous est payable du régime, c'est la somme de tous ces crédits de rente-là. Donc, si on prend par exemple un salarié là, avec un salaire de 50 000 puis dans son groupe, la cotisation est de 8,1 donc on a 1 de rente. Donc, on voit qu'à la première année, les cotisations qui vont avoir été versées à la caisse, ça va être de 4 050 Puis, en échange, c'est une rente de 500 donc 1 du 50 000 qui lui est crédité. La deuxième année, ben, les montants augmentent un petit peu parce qu'on a utilisé ici une hypothèse d'augmentation de salaire de 2,2 Donc, à la deuxième année, il y a 4 139 de cotisation qui va être versée à la caisse. Puis, dans le régime, on va y reconnaître un crédit de rente de 511 Ainsi de suite, après 5 ans, on voit là, que le salarié et son employeur ont versé 21 160 à la caisse pour, dans le fond, une rente accumulée après 5 ans de 2 612 Donc, ça, c'est la rente qui est créditée dans le régime à chaque année. C'est la rente qui est garantie à la retraite jusqu'au décès. Après ça, on vient rentrer l'idée de l'indexation. C'est-à-dire qu'on voit là, un tableau sur une plus longue période. Donc ici, on voit après 5 ans, on retrouve notre 2612 mais en assumant qu'il y a eu 2,2 d'indexation donnée à chaque année. Ben, dans le fond, là, la rente qui serait payable aux participants, ce serait plus 2612, mais 2727. Donc, on voit là, pour différentes périodes les montants qu'on retrouve. Euh, Bref rappel, dans le fond, l'indexation du régime est prévue dans le coût du régime. C'est-à-dire que nos actuaires ils assument que dans le futur, on va indexer les rentes à chaque année. Donc, utilise une hypothèse d'inflation pour ce calcul-là. Mais dans le fond, cette inflation-là, elle est pas, cette indexation-là, elle n'est pas automatique. C'est-à-dire qu'à chaque évaluation actuarielle, on vient vérifier si on a suffisamment de surplus dans le régime pour indexer les rentes. Et si c'est le cas, ben, les rentes sont indexées. Mais normalement, c'est déjà prévu dans le coût. Donc, c'est déjà prévu dans le coût du régime. Donc, normalement, si on atteint nos objectifs de rendement, on a dégagé suffisamment de surplus pour venir indexer les rentes. Si bien que, en date du 31 décembre 2021, qui était notre dernière évaluation actuarielle, on avait indexé, non seulement on avait indexé tous les crédits de rente passés, donc depuis 2008 jusqu'au coût de la vie de 2021, mais en plus de ça, il y a eu des améliorations additionnelles qui ont été données aux participants. Donc, le régime de retraite par financement salarial, dans ces types de régimes-là, les employeurs, leur seule obligation, c'est de verser la cotisation qui a été négociée. Si jamais ce régime-là tombait en déficit, puis les chances sont, on ne peut pas dire qu'elles sont nulles, mais elles sont très, très, très minces, ben, ce ne serait pas les employeurs qui verseraient des cotisations d'équilibre, ce serait les salariés qui devraient verser des cotisations d'équilibre. Donc, s'il y a un déficit, c'est sur le dos des travailleurs. Donc, s'il y a des surplus, ben, ils appartiennent aussi exclusivement aux travailleurs. Donc, on a eu des très bonnes années de rendement depuis la création du régime, encore plus en 2020-2021. Donc, on a dégagé des surplus. Ces surplus-là, qu'est-ce qu'on a fait avec? On est venu bonifier les rentes de tous les participants du régime. Donc, pas de congé de cotisation à l'employeur ou quoi que ce soit. C'est les participants qui bénéficient
tous les surplus. Donc, on va poursuivre là, dans le. Donc, c'est juste un petit récapitulatif là, du régime, là, très, très, très rapide. On poursuit avec, dans le fond, le cœur, si on veut, ou les éléments là, principaux là, de la présentation, là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui arrive quand je perds mon emploi ou je démissionne? Ben, dans le fond, les options qui vont vous être offertes sont différentes, là, dépendamment de l'âge à la date de cessation de participation. Donc, premièrement, il y a une distinction à faire entre la date de fin d'emploi et la date de fin de participation. Euh, En fait, dans le texte du régime, ce qui est prévu, c'est que les participants demeurent actifs jusqu'à 24 mois suivant leur date de fin d'emploi, mais à tout moment entre leur fin d'emploi puis la fin de ce délai de 24 mois, ils peuvent décider, ils doivent faire une demande aux administrateurs du régime et ils peuvent décider de mettre fin à leur participation. Donc, si la participation, la fin de la participation survient avant l'âge de 55 ans, ben, les participants peuvent décider de laisser leur argent dans le régime. Donc, nous, on appelle ça dans le jargon là, que le participant a choisi la rente différée. À ce moment-là, évidemment, il y a plus de nouveaux crédits de rente qui sont crédités dans le régime parce que le participant n'est plus à l'emploi d'un employeur participant, il ne verse plus de nouvelles cotisations. Mais la rente, elle va être indexée dans le temps. Donc, comme je disais, à chaque évaluation actuarielle, on vient vérifier s'il y a suffisamment de surplus. S'il y a suffisamment de surplus pour indexer, ben, c'est les rentes de tout le monde qui sont indexées. Autant les participants qui sont déjà à la retraite que les participants qui sont encore actifs et qui cotisent, que les participants qui sont inactifs mais qui ont décidé de laisser leur argent dans le régime. Et donc, le participant peut, dès l'âge de 55 ans, mais au plus tard à 65 ans, commencer à recevoir sa rente. Évidemment, s'il décide de commencer à recevoir sa rente du régime avant l'âge de 65 ans ou encore avant l'âge de la retraite sans réduction de son groupe, mais à ce moment-là, il va avoir une pénalité pour réduction anticipée. On va voir ça un peu plus tard. Sinon, ben, le participant peut transférer la valeur de la prestation de cessation dans un CRI. Hein, un CRI, c'est comme un REER, mais c'est immobilisé, donc on ne peut pas décaisser cet argent-là comme on le veut. Ou encore, ils peuvent transférer ça dans le régime de retraite de leur nouvel employeur si ce régime de retraite-là l'accepte. Il y a des régimes de retraite qui n'acceptent pas ça. Là. Par exemple, le REGOP, là, on a beaucoup de monde du milieu municipal qui, des fois, là, quittent puis ils s'en vont travailler là, pour la fonction publique puis ils cotisent au REGOP. Ben, c'est pas possible. Le REGOP n'accepte pas là, de verser des cotisations volontaires comme ça. Là. Mais il y a certains régimes de retraite qui l'acceptent. Donc, en gros, c'est ça les options lorsqu'on cesse sa participation avant 55 ans. Si on cesse sa participation après 55 ans, bien évidemment, on est éligible dès la fin de la participation à recevoir une rente. Mais à ce moment-là, si on n'a pas atteint l'âge de retraite sans réduction, la rente va être réduite. Et donc, encore une fois, on peut attendre puis commencer à recevoir sa rente plus tard. Euh, pour ce qui est de transférer la valeur dans un CRI, ben ça, c'est plus possible. Donc, l'option de sortir la valeur de sa rente puis de la transférer dans un CRI ou dans un autre régime de retraite, c'est offert uniquement avant l'âge de 55 ans. Là, j'ai parlé de la valeur de la prestation de cessation de participation. Vous vous êtes sûrement dit que c'est ça. Ben, on va essayer d'expliquer comment ça fonctionne. Là. Donc, cette valeur-là, ben, elle correspond à la valeur actuarielle de la rente accumulée dans le régime, multipliée par le degré de solvabilité du régime. La valeur actuarielle, ça correspond au montant qui serait requis pour être en mesure, là, individuellement, la personne, là, de se payer la même rente à sa retraite en investissant l'argent dans des placements très sécuritaires, par exemple des obligations long terme du Canada. Donc, c'est ça. C'est le montant que la personne placerait là aujourd'hui dans des rendements super sécuritaires, puis comme ça, à sa retraite, elle serait capable d'aller se payer la même rente que la rente qu'elle avait accumulée dans le régime.
Puis, le degré de solvabilité, lui, ben, ça correspond à la capacité de verser des valeurs à tous les participants du régime si le régime se terminait à cette date. Donc, on vient assumer que le régime se termine, on calcule des valeurs à tout le monde. Si on a exactement le même argent, donc le même actif, ce qui est égal à notre passif, le passif, c'est l'argent qu'on doit aux participants, ben, à ce moment-là, le régime est solvable à 100%. S'il y a plus d'argent que, dans le fond, les valeurs, là, la somme des valeurs individuelles qu'on devrait payer à tout le monde, ben, à ce moment-là, le régime est en surplus, le degré de solvabilité est au-dessus de 100%. Puis, le contraire est aussi vrai, s'il y a moins d'argent que toutes les promesses, ben, à ce moment-là, le régime est en déficit. Donc, lorsqu'on vient payer une valeur de cessation de participation à un participant, on calcule la valeur actuarielle, puis après ça, on lui donne aussi sa part à ce participant-là du surplus de la caisse ou du déficit. Hmm. La valeur actuarielle, ben, elle dépend évidemment de la rente accumulée dans le régime, de l'âge et du sexe du participant, ainsi que des hypothèses économiques, par exemple, du rendement de la caisse et des taux d'obligation du gouvernement fédéral. Les facteurs démographiques comme l'âge et le sexe du participant ils affectent uniquement la valeur actuarielle, tandis que les facteurs économiques, ben, ils vont jouer un peu ces deux tableaux, là. Ils vont affecter la valeur actuarielle du régime, mais ils vont aussi avoir un impact sur le degré de solvabilité du régime. Donc, souvent, ces deux éléments-là là, viennent se balancer, ça vient créer comme un équilibre. Euh, donc, rien de mieux qu'un exemple chiffré pour mieux comprendre, là. Ici, là, dans le fond, c'est en fonction des hypothèses là, de l'Institut canadien des actuaires au 21 décembre 2022, là, donc en date d'aujourd'hui. Euh, le degré de solvabilité du régime est à 129%. On assume dans mon exemple que le participant a accumulé une rente de 5 000 payable à 65 ans. Donc, pour un homme de 35 ans, le facteur actuariel qui est calculé pour lui, c'est 4,018. Donc, la valeur actuarielle qu'on obtient, c'est on multiplie le 4,018 fois le 5 000 Donc, ça donne une valeur de 20 090. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que euh, cette personne-là, si il utilise ce 20 090 $-là pour s'acheter des obligations long terme du Canada, ben, à sa retraite, il devrait être capable de se verser une rente de 5 000 par mois jusqu'à son décès. C'est ça l'idée de la valeur actuarielle. Mais nous, comme le régime est solvable à 129%, ben, on va venir multiplier cette valeur-là par 129%. Donc, c'est un montant de 25 916 que le participant aurait droit. Donc, ce participant-là, on lui dirait, tu as le choix, tu conserves ta rente de 5 000 par mois payable du régime, ou encore, on te donne 25 916 puis tu gères cet argent-là. Ça sent bien, OK. c'est quoi que le sexe a rapport Ouais, là-dedans? OK. Non, j'ai juste Parce que savoir. ma deuxième ligne, c'est le même exemple, mais pour une femme. Et là, on voit que le facteur est plus élevé. Parce que dans le fond, la femme, selon les tables de mortalité, en moyenne, les femmes, ils vivent plus longtemps que les hommes. Donc, eux, une rente qui est payable jusqu'à leur décès, ça vaut plus qu'une rente d'un homme qui est payable au décès pour un an. Tu sais. On s'attend à payer la rente plus longtemps. Donc, ça, c'est reconnu dans les facteurs actuariels. Donc, une femme de 35 ans, elle, c'est un facteur de 4,225 que ça nous donne, une valeur actuelle de 21 125, puis donc une prestation à la cessation qui serait égale à 27 251. Donc, premier constat, c'est ça. Les femmes ont des facteurs actuariels plus élevés parce que quand on suit l'étape de mortalité canadienne, ben, elles vont vivre plus longtemps à la retraite, donc elles vont recevoir une rente plus longtemps. Donc, ça prend plus d'argent aujourd'hui pour financer cette rente-là qu'on va payer plus longtemps dans le futur. Puis après ça, on fait le même exercice homme-femme, mais là, on fait un petit saut aussi dans le temps. Là, on fait vieillir nos participants. Donc, on prend deux participants de 50 ans.
Mais là, encore une fois aussi, ça se reflète dans le facteur. Plus on est proche de notre retraite, ben, plus on a besoin de capital pour être en mesure de payer cette rente-là, cette même rente-là de 5 000 par année. Donc, on a les chiffres ici. L'homme de 50 ans avec un facteur de 7,642, ben, ça lui donnerait une prestation de cessation de 49 291 Pour une femme de 50 ans, le facteur est un petit peu plus élevé à 8,059 et ça nous donne 51 981. Donc, on comprend là, que ces quatre personnes-là fictives qui ont cessé leur participation dans le régime aujourd'hui, malgré le fait qu'ils ont versé les mêmes cotisations, là, parce qu'ils ont accumulé la même rente, donc ils ont versé les mêmes cotisations en dollars, ben, s'ils quittent, ils n'ont pas le droit à la même prestation. C'est le principe d'un régime à prestation déterminée. Tous les régimes à prestation déterminée fonctionnent de cette façon-là. L'idée, c'est qu'on charge un coût moyen pour l'ensemble des participants du régime. Donc, on dit aux participants du régime, ben, en échange d'une cotisation de 8,1 on vous crédite une rente de 1 du salaire. Mais effectivement, quand quand il y a des cessations de participation, ben là, on vient tenir compte du sexe et de l'âge du participant pour déterminer la valeur. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que ça varie beaucoup. Tu sais, à chaque mois, les taux, dans le fond, les taux qu'on doit utiliser, là, les hypothèses de l'Institut canadien des actuaires, ben, à chaque mois, ça change. Donc, à chaque mois, les taux augmentent ou diminuent. Et donc, dans cette idée-là, nous, on fait calculer par nos actuaires le degré de solvabilité du régime à chaque mois aussi, de façon d'être capable de suivre ces fluctuations de taux-là, puis d'être le plus équitable possible envers les participants qui décident de sortir leur argent du régime. Donc, j'ai préparé un autre exemple, mais ici, c'est au 21 décembre 2021. Donc, on voit, il y a un an, dans le fond, le degré de solvabilité était à 106 Les taux d'intérêt étaient quand même beaucoup plus bas. Donc, ça nous donnait des facteurs actuariels plus élevés. On avait des valeurs actuarielles plus élevées parce qu'à ce moment-là, les obligations du Canada étaient plus basses, le rendement. Donc, ça prenait plus d'argent à ce moment-là pour accumuler une même rente de 5 000 dans le futur. Mais évidemment, en utilisant des taux d'intérêt plus bas, en calculant des valeurs individuelles à chaque personne plus élevées, ben là, ça faisait en sorte que notre degré de solvabilité était plus bas. Donc, oui, ici, on a calculé une valeur actuarielle plus élevée, mais on multipliait par un degré de solvabilité qui était plus bas. Donc, il y a toujours une espèce de balancier qui vient rééquilibrer les choses. Donc, c'est ça la prestation de cessation de participation. Pour savoir aussi qu'il y a le test de la petite valeur qui se fait. Donc, si la valeur actuarielle, quand on fait le calcul, si c'est inférieur à 20 du MGA, dont le MGA, c'est le maximum des gains admissibles, c'est une donnée publiée par la Régie des rentes du Québec à chaque année. Donc, quand on fait le calcul, si la valeur actuarielle est inférieure à 20 du MGA, alors là, il y a une autre option qui se rajoute, c'est le remboursement forfaitaire de la valeur. Ce remboursement-là, il est imposable, ou encore le transfert dans un REER au lieu d'un compte de retraite immobilisé. Euh, donc, les participants, quand nous, on fait le calcul de cessation, la valeur donne moins que 20 du MGA, on se dit, OK, il y a ces options-là qui s'offrent, mais le participant conserve encore toujours l'option de laisser son argent dans le régime, de choisir la rente différée payable à sa retraite. Donc, on ne force pas le participant à sortir parce qu'il a accumulé une petite rente. C'est juste qu'on vient y offrir l'option au remboursement. Et enfin, ces participants-là qui ont cette option-là, ben, ils ont 30 jours pour faire connaître leur choix à l'administrateur du régime. Sinon, on assume qu'ils ont choisi le remboursement automatique. Et ce test-là, ben, il s'effectue à tous les âges. Donc, à chaque année, il y a des nouveaux groupes qui adhèrent dans le régime. Ben, dans ces nouveaux groupes-là, ben, souvent, il y a du monde qui sont très proches de leur retraite. Comme l'adhésion est obligatoire, ben, des fois, on a des gens qui cotisent juste 2 mois ou 3 mois dans le régime, puis qu'après ça, ils partent à leur retraite. Ben, eux autres, souvent,
ils ont accumulé une très petite rente, mais on leur offre au moins l'option de, souvent, ils se qualifient pour recevoir le remboursement forfaitaire ou le transfert dans leur REER. Qu'est-ce qui se produit au décès? Ben là, si on est un participant actif ou non retraité, donc un participant inactif qui a laissé son argent dans le régime, à ce moment-là, c'est la prestation de cessation de participation qui est calculée. Donc, c'est le même calcul qui est fait que si le participant avait cessé sa participation. Puis, ce montant-là, il est versé au conjoint ou en l'absence de conjoint au bénéficiaire. Le bénéficiaire qui a été nommé dans le régime. Donc, le conjoint, lui, il a deux choix, soit de transférer ça dans un REER à l'abri de l'impôt ou encore d'obtenir le remboursement de la valeur. Évidemment, ça va être imposable. Euh, le bénéficiaire, lui, il n'a pas l'option de transférer ça dans son REER. Là, la loi ne le permet pas. Ce que la loi prévoit, c'est un remboursement imposable. Donc, ça, c'est quand le décès survient avant la retraite. Quand le décès survient après la retraite, ben là, ça va dépendre, ça va dépendre du choix que le retraité a fait au moment de sa retraite. C'est-à-dire qu'il y a des garanties qui sont disponibles auprès du participant au moment de la retraite. Les garanties, on parle de réversibilité au conjoint à 60 ou encore une garantie de 5 ou 10 ans, ou encore une combinaison des deux. On va voir plus en détail là, bientôt ces options-là. Donc, la retraite, bon, ben, c'est la rente qui est accumulée dans le régime, ben, c'est une rente qui est viagère, donc payable à vie, mais qui ne prévoit aucun bénéfice suite au décès. Le participant, au moment de sa retraite, ben, il peut financer une forme de rente optionnelle pour prévoir des bénéfices au décès. Euh, le participant peut également niveler sa rente s'il commence à la recevoir avant 65 ans. Encore une fois, on va voir des exemples là, après de ce qu'on entend par nivellement. La rente est payable à chaque mois le premier jour du mois et c'est payable par dépôt direct dans le compte de banque. On vous recommande de faire votre demande de relevé de retraite là, 3 mois avant votre retraite pour nous donner le temps de préparer le relevé, de vous l'envoyer, que vous nous retourniez les documents, puis qu'on puisse mettre votre rente en paiement là, dès votre retraite. Si on n'est pas en mesure de faire ça pour X, Y, Z raison, parce que vous n'avez pas fait, par exemple, votre demande 3 mois à l'avance, ben c'est pas grave. Si on commence à verser la rente en septembre, puis de commencer en avril, c'est juste que là, avec le premier paiement, on va venir payer de façon rétroactive tous les paiements là, dus depuis la retraite. En cas de retraite anticipée, ben, il y a une réduction qui s'applique. Euh, Donc, la réduction qui est prévue dans le texte du régime, c'est 1,5% par mois ou 6% par année pour les 5 premières années d'anticipation. Si on anticipe de plus de 5 ans, ben là, pour les années additionnelles, c'est 4% par année. Un exemple, si je prends ma retraite à 58 ans, alors que la retraite normale est prévue à 65 ans, la réduction sera de 38%, c'est-à-dire qu'on a 5 ans, donc de 65 à 60 ans, la pénalité est de 30 5 fois 6. Puis après ça, pour descendre à 59, un 4 puis 58, un autre 4 donc ça nous fait 38 de réduction. Ça, c'est la réduction qui est prévue dans le texte du régime. C'est la réduction maximale qui peut s'appliquer. C'est-à-dire que nous, à chaque fois qu'on fait un calcul pour un relevé de retraite, on vient calculer aussi c'est quoi la réduction actuarielle. Donc, c'est quoi la réduction mathématique, si on veut, que pour le régime, ça soit équivalent, que le participant commence à recevoir sa rente dès 58 ans ou qu'il laisse son argent là puis qu'il commence à la recevoir à 65 ans. Et donc, si la réduction actuarielle est moins pénalisante que la réduction du plan, par exemple, si je fais un calcul pour ce participant-là, puis au lieu d'arriver à une réduction de 38 j'arrive à une réduction de 34 ben, c'est une réduction de 34 qu'on va appliquer.
Mais si jamais la réduction actuarielle donnait 39 de réduction, ben là, ça serait la réduction du plan qui s'appliquerait. Donc, la réduction prévue dans le texte du régime, c'est la plus grosse réduction qui peut y avoir. Je vais vous présenter des modèles de choix d'option à la retraite. Donc, ici, dans le fond, on a un homme de 65 ans, donc il prend sa retraite à l'âge normal de retraite. Ce participant-là, il a accumulé une rente de 1 000 par mois. Donc, il avait accumulé une rente de 12 000. Comme je le disais plus tôt, la forme normale du régime, ce qu'elle prévoit, c'est absolument rien suite au décès. Donc, c'est une rente qu'on va payer toute la vie du retraité. Même s'il vit jusqu'à 112 ans, on va continuer à verser sa rente. Il n'y a jamais un moment où on dit, ah ben là, ça n'a pas de bon sens. On lui a donné bien plus que ce qu'il a cotisé, là. Non, c'est le principe d'un régime à prestations déterminées, c'est que rendu à la retraite, on soit notre rente à tous les mois jusqu'à notre décès. On n'a pas à se poser de questions à ce niveau-là. Euh, donc, c'est la rente que le participant a accumulée, 1 000 par mois. Au lieu de recevoir 1 000 par mois, le participant pourrait choisir une rente conjointe réversible à 60 sans garantie. Donc, à ce moment-là, le rentier recevrait 860 par mois jusqu'à son décès à lui. Puis à son décès à lui, si sa conjointe ou son conjoint est toujours en vie, ben à ce moment-là, le régime continuerait à verser à cette personne-là 60 de la rente que recevait le rentier jusqu'à son décès à cette personne-là. Donc, c'est comme une deuxième rente qui vient embarquer si jamais le conjoint survit au rentier. Euh, Évidemment, ici, c'est un exemple, là, 860 par rapport à une rente de 1 000 ça varie beaucoup, ça, en fait, en fonction de l'écart d'âge entre le rentier et sa conjointe, là, ou la rentière et son conjoint, ou toute autre combinaison de sexe que vous voulez. Euh, Dans le fond, plus le conjoint ou la conjointe est jeune, ben plus il y a de chances mathématiquement qu'il y ait une rente qui lui soit versée dans le futur et plus longtemps. Donc, ça coûte plus cher à financer cette rente-là. Donc, le choix va être plus difficile à faire pour le participant. Au contraire, si on imagine que le participant à 65 ans, il prend sa retraite et que sa conjointe a 85 ans, ben à ce moment-là, la rente réversible, elle ne sera pas très coûteuse parce que les chances mathématiques au décès du rentier, que la conjointe soit encore en vie, sont très faibles. Donc, ce montant-là va vraiment varier en fonction de l'écart d'âge entre le rentier et son conjoint ou sa conjointe. Sinon, on regarde, il y a aussi l'option de garantir la rente pendant 50 ans. Donc ça veut dire qu'au lieu de recevoir une rente de 1 000 par mois pour toute la durée de sa retraite jusqu'au décès, le participant pourrait choisir de recevoir une rente de 990 par mois. Mais s'il décède, par exemple, après 2 ans qu'on lui a versé une rente, ben, il restera encore 3 ans de garantie, c'est-à-dire que pendant 3 ans de temps, nous, on continuerait à verser la rente à la conjointe ou encore à un bénéficiaire. Même chose pour 10 ans. Évidemment, là, le coût pour 10 ans est plus élevé parce que là, les chances quand même que le participant décède augmentent toujours d'année en année, là. Donc, c'est la garantie. Mais donc, ça veut quand même dire que si le participant prend la rente viagère garantie 10 ans, qu'on lui verse la rente de 65 ans à 76 ans, donc 11 ans de temps, puis qu'après ça, il décède, ben, il ne reste plus rien. Il n'y a plus rien de payable. Euh, Puis enfin, la dernière option, ben, c'est une combinaison, rente conjointe réversible 60 et garantie de 10 ans. Donc, c'est la forme la plus coûteuse parce que, bon, selon cette forme-là, on s'entend, pendant les 10 prochaines années, c'est sûr qu'on verse 830 par mois, soit aux participants, soit à sa conjointe, soit à un bénéficiaire. Puis après ça, après la fin de la période garantie de 10 ans, ben, si le rentier est toujours en vie,
On continue à lui verser à lui 830 par mois jusqu'à son décès. Puis à son décès, si la conjointe est encore en vie, ben là, on vient verser 60% de ce montant-là jusqu'à son décès à elle. Donc, c'est c'est la rente qui prévoit le plus de bénéfices au décès, mais dans le fond, c'est ça. C'est elle qu'on vient amputer le plus aussi le montant, là. Mais ça, tous ces montants-là, dans le fond, c'est par équivalence actuarielle. Donc, nous, c'est tous des facteurs actuariels qui sont calculés selon les tables de mortalité. Puis, c'est ça, ça donne ces résultats-là. Quand on envoie le relevé de retraite aux participants, il y a une feuille là, explicative là, qui vient détailler toutes ces options-là. OK, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire ces termes-là. Puis aussi, là, quand on envoie un relevé de cessation ou un relevé de retraite à un participant, il y a nos coordonnées, les administrateurs du régime. Là. Surtout, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions. Ça va nous faire plaisir de vous aider à comprendre les options, mais évidemment, on ne peut pas vous aider à choisir quelle option. Il n'y a pas il n'y a pas de bonne réponse là-dedans. Là. Il y a pas, c'est comment chaque personne, c'est selon la situation individuelle de chaque personne, puis c'est un choix individuel qui peut se faire. Là. À la limite, même, vous pourriez consulter votre conseiller financier, mais bref, sachez que nous, on est là pour répondre à vos questions, puis à vous expliquer c'est quoi les différentes options, mais on peut évidemment pas vous dire c'est quoi la meilleure option, parce qu'en quelque part, il n'y en a pas. On ne le sait pas. Si je le savais à quel âge j'allais mourir, puis si je le savais à quel âge ma conjointe allait mourir, ben là, oui, il y en aurait une meilleure option qu'une autre, là, mais ça, on ne le sait pas. On est dans le territoire de l'inconnu. Donc ici, si un participant prend sa retraite à 65 ans ou après 65 ans, ben, il y a 5 choix à faire. En fait, il y a un choix à faire parmi 5 options. Si le participant, pardon, si le participant prend sa retraite avant 65 ans, donc par exemple, si on a un homme de 60 ans, ben, lui aussi, là, il a accumulé une rente de 1 000 payables par mois à 65 ans. Mais là, comme on parle de commencer à recevoir la rente à 60 ans, bien, il y a un 30 de réduction qui a été appliqué, si bien que la rente, lui, qui est payable selon la forme normale du régime, dès 60 ans, c'est de 700 par mois. Puis après ça, ben, on a on a les 5 mêmes options là, qu'on a déjà vues, donc la rente conjointe réversible à 60 sans garantie, la garantie 5 ans, la garantie 10 ans, et finalement la rente conjointe réversible à 60 garantie 10 ans. Mais il y a d'autres options qui s'offrent à lui, c'est dans le fond l'option de niveler la rente. Donc, si on regarde, là, si on compare la rente normale viagère sans garantie avec ici là, la rente viagère sans garantie nivelée, là, donc, au lieu de recevoir 700 par mois, le participant peut choisir de recevoir 1 125 par mois jusqu'à 65 ans. Puis à 65 ans, la rente diminue à 535. De cette façon-là, c'est qu'à 65 ans, il commence à recevoir la pension de sécurité de vieillesse du gouvernement fédéral. Donc, on lui verse plus du RRFS jusqu'à 65 ans. À 65 ans, on baisse la rente du RRFS, mais on vient, dans le fond, rajouter la PSV. C'est pas nous qui la verse la PSV. Le gouvernement fédéral commence à verser la PSV, si bien on est venu en quelque sorte niveler les revenus à la retraite. Là. Sinon, on reçoit 700 par mois du RRFS, puis là, à 65 ans, oh, il y a un petit, il y a la PSV qui embarque, yes, j'ai plus d'argent, là. Donc, bref, c'est une autre option, ou en fait, 5 autres options qui sont offertes, là, parce qu'on retrouve les mêmes formes de rente, là, donc la rente réversible, la rente garantie 5 ans, la rente garantie 10 ans, la rente réversible 60 ou garantie 10 ans. Donc, on retrouve ces options-là. Mais ici, on vient faire un nivellement par rapport à la PSV. Puis même que, au choix du participant, on préfère un nivellement qui est différent. Là. Le participant pourrait dire ah, bon, j'aimerais ça avoir, tu sais, ah, j'aime l'idée du nivellement, mais peut-être pas autant. C'est possible d'avoir 1000 par mois jusqu'à 65 ans, puis après ça, combien ça me donnerait? On va y faire le calcul, puis il va pouvoir choisir cette option-là. Là.
Mais encore une fois, c'est ça. Là, le participant a pris sa retraite de son employeur, il a 60 ans, on lui envoie son relevé de retraite, il regarde ça puis il se dit, ben, sais-tu, je n'ai pas de besoin tout de suite, je vais peut-être aller jouer dans mes REER. Fait que le participant, il a toujours l'option là, de choisir la rente viagère différée, c'est-à-dire je laisse mon argent là, puis je commence à le recevoir plus tard. Évidemment, l'avantage, c'est d'avoir une réduction moindre. Tu sais. Et donc, le participant pourrait décider, il aurait juste à nous rappeler, par exemple, à 62 ans pour dire, OK, je veux commencer ma rente à 62 ou je veux commencer ma rente dans 2 mois. À ce moment-là, on lui produit un nouveau relevé de retraite, on met les options à jour. Évidemment, s'il y a eu de l'indexation depuis, ben, ça va donner aussi des montants plus élevés. Donc, euh, donc voilà, c'est ça, c'est ça les options qui sont disponibles à la retraite. Donc, ça finit dans le fond. C'était les informations que je voulais vous communiquer. Là. Je vous invite encore une fois à consulter notre site Internet. Là. Il y a un paquet de documents qu'on retrouve là-dessus. On a également une page Facebook si vous voulez être un ami du RRFS et dans le fond, on publie une fois de temps en temps là, des petites nouvelles concernant le régime. Encore une fois, on a une page YouTube. Là. Dans YouTube, vous pouvez juste chercher RRFS FTQ. Là. Il y a plusieurs vidéos là, concernant le régime que vous pouvez là, consulter. Donc, on... On a une ouais, question de Madame Myriam Martel. Elle demande qu'est-ce qui se passe pour une employée en congé de maternité. ouais, ben OK. Je vais fermer ici le partage d'écran. Dans le fond, il y a certains congés qui sont, puis ça c'est prévu dans les différentes lois, là, soit la loi sur les normes du travail ou la loi sur la loi sur les maladies et accidents professionnels. Bon, durant le congé de maternité, ben, en fait, c'est une question où vous devriez aller voir ce qui est prévu dans votre convention collective, là, mais normalement, dans 95% du temps, ce qui est prévu, c'est que le participant peut maintenir sa participation dans le régime durant ces absences-là. C'est-à-dire que là, vous ne recevez plus de paye de votre employeur, mais vous pouvez prendre un arrangement avec lui pour lui envoyer, par exemple, là, à chaque mois, les cotisations salariales que vous auriez normalement versées au régime si vous aviez été au travail. Puis lui, à ce moment-là, votre employeur il a l'obligation de mettre sa part aussi. Donc, de votre côté, vous n'êtes pas au travail, mais vous êtes en mesure de continuer d'accumuler une rente durant cette période-là. Si jamais vous ne le faites pas, ben, au moment de la retraite, par exemple, vous pourriez décider de faire du rachat de services passés. Là. Mais là, à ce moment-là, vous vous retrouveriez à payer 100% du coût, puis du coût calculé en fonction de votre âge puis de votre sexe. Puis là, s'il y en a qui ont trouvé ça injuste tantôt que la prestation de cessation de participation elle soit plus élevée pour une femme que pour un homme, ben sachez que pour du rachat de service, on charge plus cher aussi à une femme qu'à un homme. Là. Nécessairement, si on va payer la rente plus longtemps, ben ça vient avec un coût. Donc, ça serait ça. Mais normalement, si vous voulez continuer d'accumuler une rente durant votre congé de maternité, allez voir dans votre convention collective, mais c'est faisable. Là. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, donc des gens qui veulent lever la main ou encore passer par Il y a le, une le- autre le- question. Qu'est-ce qui ouais. est le moins pénalisant de toucher avant 65 ans, la RRQ ou le RRFS? La RRQ, il faudrait que je vérifie. Là, je suis pas certain. Je suis pas certain qu'ils font un calcul. Je suis pas certain qu'ils font un calcul actuariel. Là. Je pense que c'est une réduction qui est fixe de 6%. Donc, en ce moment-là, peut-être que du RRFS, peut-être que ce serait plus pénalisant là, au niveau de la RRQ que de la RRFS. D'un autre côté, ben, la Régie des rentes du Québec est pleinement indexée aussi. Tu sais, c'est une bonne question, là. C'est à voir, là. La Régie des rentes du Québec, elle s'éteint nécessairement au décès, celle du RRFS. Si vous attendez pour prendre la rente du RRFS FTQ à 65 ans, puis vous prenez une garantie de 10 ans,
elle n'est pas si coûteuse, puis vous voulez quand même vous protéger en cas de décès prématuré, là, mais bref, c'est ça. Ça serait plus de quoi. Encore une fois, j'ai pas mes cartes de l'autorité du marché financier. Je suis pas conseiller financier, donc parlez-en à votre conseiller financier. Oui, en fait, il y a Paul qui est déjà retraité. Il a 60 ans. Il demande c'est quoi qui est plus avantageux, se retirer tout de suite ou à 65 ans? Encore une fois, allez voir votre conseiller financier. Pour nous, c'est l'équivalent, tu sais. Pour nous, pour le régime de retraite, on va venir calculer la réduction actuarielle de façon à ce que c'est équivalent pour nous. Là, pour vous, pour chaque personne, c'est différent. Tu sais, si vous avez bon, j'ai entendu souvent dans des séminaires sur la retraite, des gens dire, ah, le monde, s'ils ont des REER, ils devraient utiliser cet argent-là, puis pas avoir de réduction sur leur rente, parce que, tu sais, nous, dans le fond, la rente du régime, elle va être indexée dans le futur, tu sais, mais évidemment, tu sais, si vous avez accumulé une rente de 1000 pièces à 65 ans, puis que vous décidez de recevoir la rente à compter de 55 ans, ben, elle va être coupée de moitié. Et après ça, dans le futur, ben, quand on vient indexer, par exemple, la rente de 4 ben, 4 de 1000, c'est 40 piastres, 4 de 500, c'est 20 piastres. Fait que, il y a un écart qui se crée aussi dans le temps, là. Tu sais, on continue d'être pénalisé dans le temps, si on veut, là, au niveau de l'indexation. Euh, mais bon, tu sais, il y a des gens qui n'ont pas nécessairement, qui ont peut-être pas nécessairement accumulé beaucoup d'argent dans leur REER. Puis encore une fois, des fois, il y a le monde, leur inquiétude par rapport au régime à prestations déterminées, c'est ah ben là, si je meurs après 11 ans, il n'y a plus rien, il n'y a rien qui va à mes enfants, tu sais. Fait que eux, c'est ça leur préoccupation première, là, de laisser de l'argent à leurs enfants. Ben, à ce moment-là, ils sont peut-être mieux de recevoir une rente plus petite du RRFS, puis de moins toucher à leur REER. Comme ça, leur REER, ça, c'est sûr qu'à leur décès, ça va aller à leurs descendants, là. Fait que, tu sais, encore une fois, c'est des très bonnes questions, mais je suis pas nécessairement, je suis pas la bonne personne pour y répondre, là. Donc, j'ai vu passer, il y avait une autre question au moment de la retraite. Est-ce qu'il y a un conseiller qui vous accompagne? Non, là, il n'y a personne chez nous qui a ses cartes de conseiller financier, là. On peut bien vous expliquer les options, on peut bien vous expliquer les risques d'une option par rapport à un autre, mais ultimement, c'est des choix qui sont bien personnels, là, tu sais, euh, c'est ça. Mais tu sais, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que la raison d'être d'un régime à prestations déterminées, c'est de vous payer une rente jusqu'à votre décès, puis pas avoir à vous soucier, tu sais, pas avoir à regarder les nouvelles, faire comme oh, les marchés ils ont encore planté, ben c'est pas grave. La rente du RRFS, ça va être dans votre compte le premier de chaque mois, tu sais, jusqu'à votre décès. Après ça, tu sais, s'il y a de l'optimisation fiscale, s'il y a de l'optimisation au niveau de ce que mes bénéficiaires vont recevoir à mon décès, ben là, non, on n'offre pas ce service-là. Julien, il y a Manuel qui demande de réexpliquer les transferts avec RECOP. Qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui est impossible? Ouais, ben ce que je disais tantôt, c'était par rapport à le participant qui a moins de 55 ans quitte notre régime de retraite, ben, on lui dit, voici, tu peux transférer la valeur dans un CRI ou dans un régime de retraite. Mais là, je disais, attention, il faut vérifier avec le régime de retraite du nouvel employeur parce que ce n'est pas tous les régimes de retraite qui acceptent comme ça des transferts ou des cotisations volontaires, là. Nous, de notre côté, par exemple, si quelqu'un a cotisé au REGA puis il a le droit à une prestation au moment de quitter, ben, c'est possible de la transférer chez nous, mais elle va être traitée comme une cotisation volontaire au régime. Elle ne va pas donner automatiquement des crédits de rente supérieurs. Mais cette mécanique-là est même pas possible dans l'autre sens. Le REGA peut, eux, ils sont pas intéressés, ils n'acceptent pas là, les transferts ou les montants volontaires.
On a lu qui demande qu'est-ce qui se passe si on choisit la garantie 10 ans et que le retraité et la conjointe décèdent avant 10 ans. Ouais, ben dans le fond, au moment de la retraite, vous pouvez nommer votre conjoint, puis vous pouvez même nommer un bénéficiaire subsidiaire, là, mais tu sais, dans le fond, tout dépend de. C'est sûr que nous, on verse la rente, c'est juste qu'on ne sait pas encore c'est à qui, dépendamment de qui décède en premier, là. Tu sais, admettons que vous avez nommé votre conjointe comme bénéficiaire, que là, vous décédez, puis que là, on apprend que votre conjointe est décédée également. Ben, à ce moment-là, ça va aller à votre succession à vous. Si jamais vous décédez après 6 ans, on commence à payer le restant de la garantie à votre conjoint. Puis là, votre conjointe décède, ben là, ça va aller à sa succession à elle, là. Donc, mais assurément, nous, c'est ça, là, la garantie de 10 ans, ça vient avec une obligation. On paye cette rente-là pendant 10 ans, là. On ne sait pas encore à qui exactement, dépendamment de qui décède en premier. Il y a la question de Maxime, je vais le dire en anglaise, là, Fraser. Ouais. Excusez-moi. Donc, il y a des groupes dans le régime, effectivement, qui ont choisi des âges de retraite. Donc, lui, sa question, là, ça dit, dans le cas d'une réduction de l'âge de retraite de notre groupe de 65 à 60 ans sans pénalité, qu'est-ce qui advient avec les cotisations des membres qui continuent à travailler dépassé 65 ans? Euh, en fait, c'est ça, quand un groupe cotise plus cher pour avoir un âge de retraite sans réduction avant 65 ans, ben à ce moment-là, puis ça, c'est toujours, nous, c'est toujours une remarque qu'on fait à ces groupes-là, là, à l'exécutif syndical ou au conseiller syndical, c'est euh, comprenez bien que vous êtes en train de verser des cotisations additionnelles pour avoir droit à un avantage qui est d'avoir une réduction moindre en cas de retraite anticipée. Mais si vos membres finissent par pas prendre leur retraite avant 65 ans, ben là, vous payez dans le beurre en bon français, là, tu sais. Vous êtes en train de vous acheter c'est comme un avenant, c'est comme une condition spéciale que tu finances, mais que tu n'en profites pas. Fait que c'est ça qui se passe, tu sais, dans le fond. Si un groupe décide, OK, dorénavant, on change de tâche de retraite pour sans réduction de 65 à 60 ans, soit qu'on verse plus de cotisations pour le financer ou encore on vient reconnaître une rente plus petite, ben à ce moment-là, ceux qui continuent à travailler, même pas juste après 65 ans, mais après 60 ans, ils n'en bénéficient pas pleinement là, de cet avantage-là. Ou à la limite, ils n'en bénéficient pas du tout s'ils finissent finalement par travailler jusqu'à l'âge de 65 ans. Pour ça que c'est ça, c'est des décisions de groupe. Quand le groupe prend cette décision-là, ben, ça s'applique à tous les participants du groupe. Donc, dans un même groupe, il ne pourrait pas avoir des participants qui disent non, non, moi, je ne veux pas ça, c'est sûr, je vais travailler à 65 ans. Tu sais. Ouais. Alain demande s'il y a une version papier pour les options proposées pour les imprimer. Ce que je vous ai présenté à l'écran, là, oui, pas de problème. Écoutez, vous pouvez. Vous pouvez écrire un courriel là, à l'adresse de laquelle vous envoyez l'invitation, là, donc l'adresse du RRFS. Là. Simplement dire que vous avez assisté à la réunion puis que vous aimeriez avoir une copie papier, là, puis je vais vous la transmettre. Là. François Dano, il dit donc, si j'ai bien compris, le RFS offre les options et c'est à nous de regarder avec notre planificateur à la retraite. C'est bien ça. Ouais, ben tu sais, c'est que chaque situation individuelle c'est propre à chaque personne, là, quelque part. Là, tu sais, c'est ça, c'est que c'est propre à chaque personne. Il y a du monde qui n'ont pas de conjoint, déjà là, ça vient faciliter le choix de la rente, là. Il y a du monde qui ont un conjoint qui, eux autres aussi, ont accès à un régime à prestations déterminées. Donc, des fois, les deux personnes regardent de leur côté puis se disent, bon, ben attends, là,
si on choisit les deux une réversion 60%, ben, ça vient quasiment plus pénalisant que si on garde chacun notre rente sans réversion. Fait qu'à ce moment-là, ça va être cette option-là logique qui va s'appliquer, tu sais. Nous, encore une fois, on est là pour vous expliquer les options, mais on peut pas vous conseiller, même peut-être que votre conseiller financier va vous dire aussi, ben écoutez, Monsieur Dano, c'est un choix qui est bien personnel, là, tu sais, il y a des pour et des contre à chaque option, là. Si je choisis la rente réversible 60% garantie 10 ans, ou si je choisis la rente réversible, mais que ma conjointe décède avant moi, je vais me dire, ah zut, ça a été une mauvaise idée, je vais laisser de l'argent sur la table toute ma retraite, mais si jamais c'est pas ça, puis que votre conjointe a vit encore 20 ans de temps après votre décès, ben personnellement, vous n'allez pas être content parce que vous allez être mort, mais votre conjointe, elle va être certainement contente que vous ayez choisi cette option-là. Fait que, il n'y a pas de, comme je disais plus tôt, il y a pas de bonne réponse, là. C'est pas un quiz. C'est ça. C'est propre à chaque personne de faire ces choix-là. Il y a Eva Areaza qui demande, alors quand on a les rentes du Québec, on aura aussi un montant du RRFS. Ouais, nous, notre régime de retraite, contrairement au REGOP, là, il n'est pas harmonisé à la Régie des rentes du Québec, là. Tu sais, nous, à chaque année, on vous envoie un relevé annuel. Dans le relevé annuel, on vous dit, voici, vous avez accumulé une rente de temps. Puis à la page suivante, il y a même une projection jusqu'à 60 ans, jusqu'à 65 ans. Voici ce qu'on s'attend à vous payer du RRFS. Donc, l'argent du RRFS, c'est l'argent du RRFS, là. Ça ne tient pas compte des autres montants que vous allez recevoir de la Régie des rentes du Québec ou du gouvernement fédéral. Il y a Dan qui a levé sa main. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, est-ce qu'on m'entend? Oui, Oui, moi, dans le fond, j'aurais deux questions. oui. Je voulais savoir, mettons, moi, je suis travailleur, j'arrive à l'âge de 60 ans, ma conjointe décède. Je prends ma retraite à l'âge de 62 ans. Est-ce que je peux avantager, mettons, mon enfant unique pour ma rente? Bon, non, est-ce que c'est pas pesable? C'est ça, il n'y a pas de réversion offerte à une autre personne qu'à un conjoint. OK, c'est conjointe seulement. C'est ça, exact. Donc, il y a la garantie de 10 ans qui peut être prise au cas. À ce moment-là, vous nommez votre fils comme bénéficiaire, mais on peut pas prévoir une réversion à votre fils. De toute façon, le calcul serait épouvantable, là. Dans le Ouais, sens qu'il faudrait le calculer. Puis là, dans le fond, c'est ça. On commencerait à calculer, dans le fond, une rente qui serait potentiellement payable encore peut-être 70 ans, là. Fait que je pense ouais, je que pensais que j'avais vu tantôt qu'il y avait un maximum de 10 ans là, avec une option. pour la garantie, ouais, c'est ça. Mais là, je parlais pour la réversion. Si jamais on offrait une réversion à une autre personne, il faudrait quand même faire le calcul actuariel qui viendrait dire, bon, ben, lorsque mon rentier va décéder, c'est quoi la probabilité que le bénéficiaire soit encore en vie? Ben là, c'est quelqu'un qui est peut-être 20, 30 ans plus jeune que vous, donc très élevé. Puis combien de temps encore je vais y payer sa rente? Ben, de nombreuses années encore. Donc, tu sais, par rapport, par exemple, là, si on vous offre 1000$ par mois selon la forme normale, ben là, peut-être qu'on vous offrirait juste 400$ par mois, là. OK. Tu sais, fait que OK. ça serait même pas, à un moment donné, ça serait même plus si intéressant que ça comme option, là. Mais non, c'est ça. La réversibilité, c'est pour le conjoint. La garantie, ben là, à ce moment-là, on peut décider, là, le bénéficiaire. Donc, c'est qui recevrait la balance des montants de rente qui n'ont pas été payés si jamais vous décédez avant la fin de la période de garantie. Parfait, merci. Pour ma deuxième question, est-ce qu'il y a des formations qui existent, dans le fond, pour des délégués, mettons, dans les entreprises là, qu'on pourrait aller suivre pour peut-être pouvoir répondre là, aux travailleurs en place ou à des retraités, des fois, qui auraient quelques questions, tu sais, qui seraient faciles à répondre sans nécessairement tout le temps appeler puis faire l'attente en ligne. Ouais. Ben, je sais que la FTQ offre une formation sur comment négocier le RRFS FTQ. Je sais qu'avant la pandémie, ça se discutait justement. Là, dans le fond,
C'est un régime qui grossit, là. Il y a de plus en plus de groupes, de plus en plus de participants. C'est quelque chose qui se discute à la FTQ, là. En fait, on- l'idée, ça serait qu'auprès de chaque syndicat, parce que là, encore une fois, dans le régime, on a du monde de Unifor, des métallos, du SCFP, là. Fait que, tu sais, l'idée, ça serait qu'éventuellement, il y ait du monde de formé dans chacun des syndicats qui ont des membres chez nous, là, puis qui pourraient, eux autres, plus facilement aller rencontrer les groupes, là. Mais à ma connaissance, ça n'existe pas en ce moment. Mais vous, c'est qui? Vous êtes pour quel syndicat? Moi, je travaille pour ArcelorMittal, syndicat des Les métallos. métallos. Ouais. Puis ça, des fois, on a des questions, puis le président peut pas tout le temps nous répondre ou pas Ouais. tout le temps accessible rapidement. Puis je suis déjà sur le comité du fonds de pension, dans le fond, euh, au travail où est-ce que je suis, parce que nous, on a une prestation déterminée et Ouais. depuis 2014, un RRFS. Ouais. Mais c'est ça. Dans le fond, je suis sur le comité du fonds de pension de la prestation déterminée. Le RRFS, on n'a comme pas de comité à l'interne, là. Bah ouais. Ben, ça serait peut-être de voir avec Rock Drapeau si il n'y aurait pas une OK. formation ou quelque chose qui pourrait être organisé, là. OK. Ben, parfait. C'est bon. Lui, je le contacte par courriel, téléphone, ou j'écris au courriel que vous avez laissé tantôt? Ouais, ben, vous pouvez m'écrire un courriel à l'adresse du RRFS. Je vais Ouais. envoyer ça à Rock, puis peut-être qu'on pourrait voir s'il y aurait quelque chose de faisable de son côté, là. Je pense il me semble qu'il m'a déjà approché parce il recevait des questions d'autres groupes métallos, là. Fait que peut-être que lui, il y a peut-être des documents, il y a peut-être déjà une espèce de présentation qu'il pourrait vous faire, là. OK. Euh, mais Ça va. sinon, encore une fois, tu sais, si c'est ça, les participants peuvent appeler directement, mais sinon, si jamais à votre prochaine assemblée syndicale, vous avez l'intention de parler du RRFS, puis vous n'êtes pas trop sûr, vous avez certaines questions avant ou après, ben, tu sais, n'hésitez pas à communiquer avec nous, puis on est là pour répondre à vos questions. Là, comme je disais, malheureusement, on n'a pas les effectifs pour aller se présenter physiquement dans chaque assemblée syndicale, puis venir répondre aux questions au cas, là. Tu sais, on n'a juste vraiment pas ces effectifs-là, là. Non, je comprends ça, mais nous, au travail, on a souvent des mini-assemblées de cantine, comme on peut appeler, mettons. OK, c'est bon. Fait que des fois, ce serait le fun d'avoir une personne, tu sais, qui peut, des fois, tempérer la discussion puis donner les bonnes informations. Ouais. Ben, merci. OK, c'est plaisir. Question de la part de Paul. Est-ce que l'enregistrement de cette représentation sera disponible pour nous qui avons participé pour consultation ultérieure? Euh, ça, oui, fort probablement, ça pourrait se faire, là. Je pourrais la mettre sur YouTube puis vous envoyer à ceux que ça intéresse, là. Fait que, tu sais, si ça vous intéresse d'avoir accès à ça pour pouvoir la revisionner, euh, encore une fois, écrivez-nous un courriel à l'adresse du RRFS. Là, vous allez avoir un message automatique qui vous dit qu'on est fermé pour la période des fêtes, là, mais on va quand même les regarder ces courriels-là, puis je la mettrai sur YouTube, puis ceux qui m'ont écrit pour dire qu'ils sont intéressés à avoir le lien, je vous transmettrai le lien. Maxime, il demande si un employé continue à travailler dépassé 65 ans, est-ce que la rente continue à augmenter jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite? Ouais, dans le fond, l'âge minimal, là, c'est à 71 ans, puis même encore, c'est pas à la date d'anniversaire, là, il y a des règles spéciales, là. Mais dans le fond, tant qu'on demeure à l'emploi, puis qu'on demeure dans un poste là, dans l'accréditation, là, on continue à cotiser aux mêmes conditions, on continue d'accumuler de la rente. Puis là, dans le fond, c'est qu'au moment de la retraite, ce qui se passe, c'est que on va venir, nous, de notre côté, calculer toute la rente qui avait été accumulée à l'âge normal de retraite, donc à 65 ans. Puis on va venir bonifier cette rente-là, dans le fond, pour venir reconnaître en quelque sorte qu'on ne l'a pas versé entre 65 ans puis le vrai âge de la retraite, là. Donc, il y a une revalorisation qui est faite là, d'une partie de la rente au moment de la retraite dans ces cas-là.
Mais ça se fait, cette revalorisation-là, elle se fait vraiment par rapport à 65 ans. Donc, c'est ça qui est prévu dans le texte du régime, c'est ça qui est prévu dans la loi. Donc, si un participant, dans le fond, si votre groupe, parce que vous êtes la même personne de tantôt qui parlait de l'âge de retraite sans réduction à 60 ans, là, si l'âge de retraite sans réduction de votre groupe est à 60 ans, puis qu'un participant prend sa retraite à 62 ou 63 ans, il n'y a pas de revalorisation entre 60, puis 62, puis 63. Là. La seule revalorisation qu'il y a, c'est lorsqu'un participant continue de cotiser après 65 ans. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Parfait, je vois déjà qu'il y a des courriels qui rentrent pour avoir accès aux présentations. Ah oui, c'est une bonne question, ça. Non, c'est parce que en fait, je travaille dans mon sol, puis c'est bien déprimant, fait que je préfère me mettre un fond d'écran. Voilà. Non, je suis bien au Québec. Donc, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, ou en fait, si des fois, on repense à ça une couple de journées après, s'il y a des questions qui surviennent, n'hésitez pas à nous écrire ou à nous appeler si vous avez des questions concernant le régime. Également, on a l'intention de répéter l'expérience en 2023, là, peut-être tenir des séances en mai ou puis peut-être d'autres plus tard dans l'année. Puis en tout cas, si jamais il y a des sujets que vous trouvez que c'est pas clair, puis que vous pensez que ça serait intéressant qu'il y ait une espèce de séance d'information là-dessus, ben n'hésitez pas à nous écrire puis à nous proposer ça. Là. Nous, dans le fond, c'est ça, comme je disais d'entrée de jeu, il y a beaucoup d'outils qui existent, il y a beaucoup de documents qui sont disponibles. Dans les relevés annuels que vous recevez à chaque année, il y a énormément de matériel là-dessus, mais tu sais, Tana et moi et mon équipe, on travaille là-dedans, on connaît les termes. Évidemment, ça nous passionne parce qu'on a travaillé là-dedans. Là. Puis on comprend que des fois, il y a des trucs qui sont peut-être moins facilement compréhensibles. Fait que, bref, sachez qu'on est là, puis on est là pour répondre à vos questions et à vous aider à bien comprendre votre régime de retraite. Donc, merci à tous. Évidemment, ouais, j'en profite pour souhaiter joyeuse fête, puis merci d'avoir participé à cette rencontre. Merci. Bonne soirée tout le monde. Merci, au revoir. Bye bye.